Bonjour. Chronique littérature et science-fiction. Alors, comme pour l'exégèse de Philippe Cadic juste avant et les hommes salmonelles sur la planète porno juste après, je reprends en fait ici et développe parfois considérablement mes chroniques figurant dans le numéro 86 de Bifrost. Donc dans le cadre de cette vidéo, ça va être Fidèle à ton pas balancé, recueil de nouvelles de Sylvie Lenné, et je développe beaucoup par rapport à la chronique de Bifrost. Alors, je ne vais pas me montrer très original pour introduire le sujet. Répétons-le sans cesse, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, Sylvie Lenné est une brillante nouvelliste. Dans le champ de la SF francophone, cette auteure que j'avais jusqu'alors toujours le réflexe de qualifier de trop rare, mais après tout elle a son rythme que je ne saurais légitimement contester, est tout simplement la meilleure. Le petit jeu à chacune de mes précédentes chroniques était de citer des noms d'autres auteurs en mesure de disputer amicalement cette première place. La liste évolue peut-être, mais surtout du fait d'abandon. Je citerai toujours Léo Henry, peut-être aussi encore Thomas Day. Au-delà, si l'on sort du seul registre SF, je dirais bien Mélanie Fazi en tout cas. Mais même ainsi, je sèche un peu. Certains auteurs qui étaient plus productifs à l'époque de la parution de chacun des 4 petits recueils de Sylvie Lenné chez ActuSF se sont fait bien plus discrets depuis, il faut dire. Au point où les qualifier, eux, de rares ne fait plus du tout sens en fait. Catherine Dufour, par exemple. Reste donc Sylvie Lenné, d'autant plus la meilleure. Mais elle n'est donc guère prolifique. Ou peut-être est-ce quelque peu une illusion d'optique ? La bibliographie en fin de volume permet en effet de dresser un tableau éventuellement différent. Sylvie Lenné avait écrit un certain nombre de nouvelles, globalement remarquables, durant les années 80. Par contre, sauf erreur, un seul récit de sa plume est paru durant l'ensemble des années 1990, le Passe-Plaisir. Les choses ont changé à partir de l'an 2000, et peut-être plus encore depuis 2007, c'est-à-dire le premier de ces petits recueils. Cette opportunité de publication bien différente a pu changer le rapport de l'auteur à l'écriture. En tout cas, elle a très régulièrement livré des nouvelles depuis sur divers supports. Pas de romans, certes, des nouvelles. Tout au plus des novellas. L'opéra de Chaïa, à l'évidence, requiert ce qualificatif. Autrement, peut-être Les yeux d'Elsa, même si ce très beau récit, à la relecture peut-être celui que j'ai préféré, est d'une ampleur déjà bien moindre. Mais c'est très bien comme ça. Sylvie Lenné est de ces auteurs qui montrent bien tout le ridicule d'une certaine fixette éditoriale selon laquelle, en dehors du roman, point de salut. C'est sans doute d'autant plus absurde en science-fiction, genre historiquement lié au format court. Même si, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce constat ne doit pas non plus constituer un frein ou une justification en tant que telle sur le mode du « pourquoi » parce que. Mais revenons à Sylvie Lenné, c'est plus sage. Les éditions ActuSF, fidèles pour le coup à son pas balancé, en avaient donc publié 4 brefs recueils, parmi les premières publications de la maison d'ailleurs. 4 recueils, tous des plus recommandables, et mettant généralement en avant une thématique particulière. Le premier était Le miroir aux éperluettes, avec lequel j'avais découvert l'auteur, et il y avait eu ensuite Espaces insécables, puis Marouflage, puis L'opéra de Chaïa. Des petits livres admirables, abondant en nouvelles très justement primées, qu'elles l'aient été avant la compilation ou après. Aujourd'hui, 10 ans après le premier de ces recueils, aujourd'hui disponible seulement en numérique, Fidèle à ton pas balancé que l'on ne qualifiera pas d'intégrale, tout au plus d'intégrale raisonnée, il manque, outre les non-fictions, quelques récits qui auraient mal trouvé à s'y intégrer, comme, du fait de sa dimension graphique, L'animal. Fidèle à ton pas balancé donc rassemble la totalité des nouvelles précédemment compilées, en y ajoutant quelques textes diffusés sur d'autres supports mais pas encore repris en volume, dont quelques raretés notables, et un seul vrai inédit mais bien particulier. Initiative d'autant plus bienvenue qu'elle s'exprime dans un bel objet, relié, jaquette. Si cela pouvait par ailleurs enfin inciter les éditeurs poches à s'intéresser à l'œuvre de Sylvie Lenné. Ce beau volume, en tant que tel, appelait toutefois à une réorganisation des textes, indépendants. Il n'y a pas ici de cycle à la façon des Seigneurs de l'instrumentalité de Claude Manor Smith, même si c'est une référence avancée par l'auteur dans sa préface, afin de les placer le cas échéant sous une lumière différente. Et c'était par ailleurs, pour moi, une très belle occasion de revenir sur nombre de textes dont je savais que je les avais adorés à l'époque, mais dont le souvenir était parfois un peu flou. Les nouvelles sont agencées ici sous 7 rubriques, fonction de leur ambition ou de leur cadre, délaissant comme de juste la chronologie de la rédaction des textes, accessible cependant au travers de la bibliographie en fin de volume, sans même parler des brefs commentaires de l'auteur en introduction de chaque récit. Avant d'aborder le recueil par le menu, il est tentant d'essayer d'en dégager des grandes lignes, qui seraient donc les grandes lignes d'une œuvre, entendue globalement. Peut-être en tout cas. Ce qui, mine de rien, n'est pas si évident.
On trouve bien quelques thèmes récurrents, qu'à leur manière les petits recueils d'actu-SF mettaient en avant le plus souvent, ainsi de l'altérité, impliquant aussi bien la rencontre que la séparation. Entre les deux, comme de juste, se pose la question de l'échange, et éventuellement aussi celle du choix. Mais il y a un problème, l'autre en tant que tel est souvent un inconnu, et potentiellement inaccessible. Car la question de la communication se pose toujours. Sous la plume de notre auteur, qui est aussi enseignante et chercheuse en sciences de l'information et de la communication, cela peut à l'occasion susciter des développements fort pointus, mais qui n'en sont que plus fascinants. Mais tout autant cela peut s'exprimer d'une manière plus discrète, où l'éventuelle austérité de la science s'efface pour en revenir à l'humain, tout en fournissant des soubassements théoriques essentiels au traitement pertinent de la question. Les nouvelles de Sylvie Lenné sur ces bases sont généralement d'une grande intelligence et d'une grande subtilité, mais en gardant toujours une dimension humaine essentielle qui les préserve des écueils du didactisme pontifiant. Mais l'humanité peut se conjuguer à une altérité éventuellement radicale dans une approche commune du questionnement de la communication, la propension à se raconter des histoires. On quitte ici la sphère abstraite pour en revenir à l'individu dont la perception du monde et des récits n'est pas moins réelle à sa manière que l'environnement objectif qui l'entoure. Affaire de point de vue ? Oui, mais cela va sans doute plus loin encore. En fait, l'intersubjectivité complique probablement encore un peu plus la donne. Ça n'est sans doute jamais aussi vrai que dans le registre des relations sentimentales, et c'est peut-être bien là que l'auteur brille tout particulièrement. Nombre de ses nouvelles comptent, d'une manière ou d'une autre, des histoires d'amour. Horreur glauque! Ou pas? Mais on le sait, ces histoires finissent mal en général, quand elles commencent d'ailleurs, ce qui n'est rien de garanti. Mais elles sont un terrain privilégié de l'interrogation sur la communication et de la possibilité, au mieux douteuse, d'appréhender véritablement l'autre. Sylvie Lenné livre dans ce registre ses meilleurs textes, à mon sens. Dans sa préface à Espace insécable, Catherine Dufour écrivait ceci: « Le point commun de toutes ces histoires, c'est l'amour, sinon conjugal, du moins interpersonnel, et surtout, c'est son échec. » Peut-être l'ampleur tout autre de Fidèle à temps pas balancé implique-t-elle de revenir sur ce « tout », mais ça n'en est pas moins un thème essentiel de l'œuvre de Sylvie Lenné, envisagé dans sa globalité. Voici pour les thèmes, en résumant, Mais sans doute peut-on, voire faut-il envisager aussi, disons, les connotations de l'œuvre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution courant sur les 30 années de carrière de Sylvie Lenné, mais peut-être est-ce surtout affaire de perception. Toujours est-il que de mes premières lectures de l'auteur, je conservais une image avant tout mélancolique. Peut-être pas sombre, ce serait sans doute un peu fort, peut-être même pas déprimée, même si on s'en rapproche. Oui, mélancolique, mais dans un sens plus poétique que rudement psychiatrique. Doucement mélancolique. Sans doute est-ce, je ne vous apprends rien, l'approche qui me parle le plus. Depuis, même s'il y avait clairement des textes précurseurs, j'ai l'impression d'avoir trouvé, en plus grande proportion, des récits davantage positifs ou peut-être lumineux, sans niaiserie dans l'ensemble. Mais l'auteur ne s'en livrait pas moins alors à un jeu un peu dangereux. Le plus souvent, elle s'en est tirée au mieux et ses textes positifs balayaient, en définitive, mes préventions forcées. J'avouerai cependant que ces approches du registre humoristique ne m'ont pas toujours convaincu, loin de là. Rien de nature à gâcher le plaisir de lecture sur la durée de ce beau recueil, heureusement. Mais du coup, l'œuvre, à défaut de l'auteur, que je ne me sens certainement pas de qualifier de la sorte, est-elle optimiste ou pessimiste? En fait, elle est essentiellement ambiguë à cet égard, et tant mieux sans doute. Cette ambiguïté participe probablement de sa force, et peut-être lui confère-t-elle même quelque chose d'universel, transcendant les frustrantes considérations tenant à l'altérité et aux difficultés de la communication qui sont au cœur des textes. Et formellement alors, je ne ferai pas de Sylvie Lenné une styliste, du moins pas au sens le plus exubérant du qualificatif. Après tout, Jean-Marc Ligny, préfaçant l'opéra de Chaïa, louait les plumes invisibles. Reste que l'écriture de l'auteur, au sens le plus formel, n'est probablement pas son plus grand atout. L'essentiel, cependant, est sans doute qu'elle se montre toujours sensible et juste, poétique, parfois, horreur glauque, mais sans outrance, et notamment sans pathos, ce qui mérite bien des éloges, j'imagine. Tentons maintenant de décortiquer le recueil par le menu en suivant les catégories du dit recueil. La première partie s'intitule « Ébauche et tentative ». Ici, je dois faire part d'un vague scepticisme. Ce premier ensemble de nouvelles, à un niveau très humain, me paraît globalement rassembler les textes les plus faibles, relativement, du recueil, ce qui, pour une entrée en matière, peut être quelque peu fâcheux. Ainsi d'emblée avec Question de mode, nouvelle datant de 1985, donc parmi les premières de l'auteur, et qui avait été reprise dans Le Miroir aux éperluettes. La vague bizarrerie du propos, tout louchant sur l'absurde, jusque dans un certain humour décalé, n'est pas inintéressante, mais globalement cela me laisse assez froid. Le prix du billet, qui figurait dans Maouflage, ne m'a pas davantage parlé.
ce récit pas vraiment, voire pas du tout SF, en forme de leçon de vie, a même quelque chose d'implicitement agaçant, trouvais-je. De la part d'une auteure que l'on sait autrement bien plus subtile, j'y ai même trouvé quelque chose de vaguement grossier. J'aime pas employer ce terme, mais en tout cas ça ressort peut-être tout particulièrement de sa tendance au pathos, heureusement hors sujet dans le reste du recueil. La nouvelle suivante, Mélomania, a été publiée dans l'anthologie 42, dirigée par Jana de Batz. Bon, y ayant également publié une nouvelle, je ne peux en dire davantage ici. Sirius Métécanté est une vignette entre deux os sur l'amour fou, voué à un animal de compagnie hélas disparu. Gérant bien plus subtilement la douleur, en sachant le cas échéant la teinter de dimensions plus légères que dans le prix du billet, disons, cette brève nouvelle fonctionne tout à fait. Ce n'est sans doute pas inoubliable, mais c'est à propos. Dernier texte de cette première rubrique, Le Printemps des Papillons est une ode en forme de cadeau d'anniversaire à la légendaire libraire toulousaine, l'immense, l'inégalable Mame Martin. Et c'est un très joli cadeau pour quelqu'un qui le mérite assurément. Sans doute ne puis-je pas être tout à fait objectif ici, mais ce petit texte délicieux de fantaisie rêveuse m'a beaucoup plu, le meilleur moment de cette entrée en matière, autrement un peu décevante. La catégorie suivante s'intitule Essayons à nouveau. Cette deuxième rubrique constitue un entre-deux, conservant la dimension essentiellement humaine des textes précédents, en s'aventurant peut-être davantage du côté d'une science-fiction plus carrée ou ambitieuse. Je ne sais pas vraiment en fait comment la qualifier, d'autant que cette impression globale est d'emblée contredite par Un rêve d'herbe, nouvelle précédemment compilée dans Le Miroir aux éperluettes, et qu'à l'époque j'avais été tenté d'associer au très beau récit qu'est La Buldeuse, figurant cette fois tout à la fin du recueil. Cet éloignement incitant peut-être à marquer les spécificités des deux textes. Il y a sans doute ici quelque chose du désir de changer de vie en s'abandonnant le cas échéant, thème qui revient à plusieurs reprises, et qui, plus haut dans le recueil, était sans doute déjà flagrant, notamment dans le prix du billet, sauf que cette fois l'auteur se montre autrement convaincante. La dimension de conte fantastique de ce rêve d'herbe est par ailleurs tout à fait appréciable. Subversion 2.0, qui figurait dans Espace insécable, joue d'un thème très proche, le désir quelque peu subversif de soi ou du monde de changer de vie. Mais cette fois dans un contexte SF plus marqué, et ce alors même qu'il s'agit d'y travailler le thème, souvent fantastique, du double. Une réussite, peut-être d'autant plus du fait qu'elle met en scène un personnage globalement guère attachant. Ce rêve de changement en même temps fait peut-être d'autant plus sens pour quelqu'un de médiocre et terne. Au fond de lui, il y a malgré tout quelque chose d'autre. Thérapie douce, qui figurait dans Le Miroir aux éperluettes, enchaîne bien en détournant quelque peu le thème dans une optique un brin paranoïaque. Surtout, c'est l'occasion d'envisager plus frontalement les thématiques de l'altérité et de la communication d'une manière tout à fait originale et pertinente. Avec Le Karma du chat, par contre, on passe à toute autre chose. De l'ensemble du recueil, c'est probablement le texte qui met le plus en avant cette dimension humoristique qui, globalement, ne me paraît pas vraiment montrer l'auteur à son meilleur. Mais je suis bien contraint d'avouer, moi le bougon, que cette satire joyeusement loufoque, et pas le moins du monde méchante, de la morale hippie, ou surtout antispéciste en fait, appliquée à la domotique, m'a bien tiré quelques sourires. Mais un signe de Séti qui suit, et que j'avais déjà lu dans Le Miroir aux éperluettes, me parle décidément bien davantage, au point de creuser un fossé considérable avec le très léger texte qui précède. On retourne ici au registre mélancolique, non sans une vague lumière pourtant, ou du moins un désir de lumière. Cette femme désœuvrée qui invite dans son petit monde virtuel une intelligence artificielle extraterrestre est autrement émouvante, et l'altérité comme la difficulté de communication sont ici merveilleusement associées et traitées. Le premier très grand texte de ce recueil, qui en contient un certain nombre. Catégorie suivante, Un pied dehors. Avec cette troisième rubrique, Sylvie Lenné tend à s'éloigner davantage de notre temps et de notre monde. Le passe-plaisir qui figurait dans Espace insécable est une nouvelle très étrange qui convoque une multitude de dimensions éventuellement contradictoires. Ce traitement conjoint du voyage dans le temps et de l'utopie-dystopie s'ouvre sur une scène de farce et conserve par la suite une certaine dimension humoristique, venant perturber un propos plus complexe où la thématique, classique chez l'auteur, de l'altérité, se mêle aussi d'une autre déjà entrevue et tout aussi fondamentale qui est celle du choix. Elle entre peut-être en résonance avec Carte blanche plus loin dans le recueil. Je crois à la relecture avoir préféré cette dernière et m'être montré moins enthousiaste pour le passe-plaisir que je ne l'avais été lors de ma découverte de la nouvelle, mais c'est tout de même une réussite. Partenaire, nouvelle bien plus ancienne, en fait c'est la plus vieille à être compilée dans Fidèle à ton pas balancé, et qui avait été elle aussi reprise dans Espace insécable, traite d'un ordinateur poète.
L'auteur, diplômé en informatique et chercheuse en sciences de l'information et de la communication, joue de ses centres d'intérêt pour envisager d'un œil différent la thématique de la création artistique, et peut-être tout particulièrement du conte. En tant que tel, c'est sans doute bien vu, mais peut-être aussi un peu trop rigide. Paradoxalement, la nouvelle se lit bien, mais dans ce registre, j'ai tout de même le sentiment que Sylvie Lenné a eu l'occasion de traiter de ces thèmes de manière plus subtile et personnelle dans la suite de sa carrière. Petits arrangements intragalactiques, nouvelle reprise de l'opéra de Chaïa, opère un bond dans le temps et dans l'espace qui, à mon sens, la rapproche bien plus en fait des nouvelles plus ou moins Planète Opéra de la rubrique suivante. La différence est sans doute que l'approche est ici plus légère, en apparence du moins, mais surtout du fait d'une certaine dimension humoristique. L'auteur y crée une belle écologie extraterrestre, occasion de choix pour traiter de l'échange et de l'altérité, dans une approche qui, miraculeusement, s'avère harmonieuse et non conflictuelle, répondant ainsi pleinement au cahier des charges de l'anthologie Contrepoint dirigée par Laurent Gidon, où elle avait été publiée originellement. Plus loin dans le recueil, d'autres nouvelles exploreront un registre proche en me parlant davantage, ne serait-ce que l'opéra de Chaïa justement, mais la présente nouvelle se lit avec plaisir et vaut sans doute bien mieux que son titre. Elle est suivie ici de petits arrangements intragalactiques verso, qui constituent le seul véritable inédit de Fidèle à ton pas balancé. Une conséquence de l'invitation faite par Jeanna de Batz à Sylvie Lenné de rencontrer ses élèves, avec un exercice à la clé, et réécrire la nouvelle précédente en adoptant le point de vue de l'autre. L'auteur a planché un cycle collégien, et voici le résultat. Un écho bienvenu dans la lignée du texte original, mais qui en développe heureusement les thématiques centrales de l'altérité et de l'échange. Quatrième rubrique, Hissons la voile. Elle aurait donc très bien pu accueillir les deux nouvelles précédentes, dans la mesure où elle s'intéresse tout particulièrement à la description d'univers dépaysants, aux frontières éventuellement du Planète Opéra, et ce même si sans doute d'autres passerelles pourraient être lancées vers des textes en apparence bien différents sur l'ensemble du recueil. Carte blanche, que j'avais déjà lue dans Espace Insécable, est une nouvelle ancienne empruntant le cadre classique mais si souvent fascinant d'une arche stellaire. Mais le propos essentiel est en fait tout autre, oscillant entre l'échelle de la société et celle de l'individu. Dans l'Arche, on a institutionnalisé le changement, on l'a rendu obligatoire. Le ton relativement léger de la nouvelle, aux accents satiriques prononcés, ne change rien au fait que sont traitées ici des questions philosophiques et politiques complexes qui, dois-je dire, me parlent tout particulièrement. Derrière, bien sûr, la liberté et le déterminisme sont de la partie. Et si, à cet égard tout particulièrement, la fin est peut-être un peu convenue, un autre moyen de le dire, elle coule de source, l'ensemble est toutefois très réussi. Le chemin de la rencontre, espace d'insécable là encore, est une nouvelle ancienne et prise objectivement des plus intéressantes, où l'auteur crée une belle écologie extraterrestre, avec ses originalités appréciables, un cadre bienvenu pour mettre en scène l'altérité bien sûr, et où l'intérêt de l'auteur pour les différentes manières de communiquer implique son lot de jolies trouvailles. Mais la question essentielle est pourtant probablement celle du choix, une fois de plus. Choix qui débouche ici sur la séparation en écho nécessaire de leur rencontre, majuscule ou pas. Ce de manière pertinente et inventive. À tout prendre, le chemin de leur rencontre est donc une bonne nouvelle. Mais elle pâtit peut-être d'être accolée à l'opéra de Chaïa, le plus long texte du recueil et autrement récent, qui se montre peut-être ici plus subtil, pertinent et accrocheur. En effet, l'opéra de Chaïa, dans le recueil du même nom, est probablement une des plus flagrantes réussites de l'auteur. Un planète opéra d'une ampleur inaccoutumée chez Sylvie Lenné, qui, sur des bases assez proches du chemin de la rencontre, en approfondit intelligemment les thèmes et les complexifie en y associant d'autres sujets. En mettant en avant le personnage de Sohan, l'opéra de Chaïa remet par ailleurs l'humain au cœur du propos, même dans le plus chatoyant des écosystèmes. Merveille d'équilibre, ce que sa longueur hors norme ne garantissait pas, la novella se met volontiers en danger, du moins en apparence, mais pour mieux subvertir les craintes éventuelles du lecteur, tel que moi du moins, en parvenant en définitive à le surprendre souvent, à le convaincre toujours, notamment en se montrant plus ambigu que ce que l'on pouvait croire initialement. Très bien, vraiment. Nous en arrivons à la 5e catégorie, qui s'intitule Décalage. Alors on ouvre cette rubrique avec Définissez priorité, qu'on trouvait dans Espace Insécable, qui est sans doute une nouvelle très importante dans la bibliographie de l'auteur, en ce qu'elle marque son retour sur la scène littéraire à l'aube du XXIe siècle, après des années 90 où elle avait, semble-t-il, remisé de côté l'écriture de nouvelles. Pour ce retour, elle a d'une certaine manière subverti un thème classique de la science-fiction, mais qui n'était sans doute plus vraiment d'actualité depuis longtemps alors, à savoir la télépathie, en y injectant ses propres préoccupations en matière de communication, pour en revenir enfin à une altérité qui, en fait, avait sans doute toujours été là.
La nouvelle est notamment habile en ce qu'elle exprime ses thèmes via un personnage féminin touchant et en définitive tragique, qui ramène le propos à l'humain d'une manière forte, et sans doute quelque peu déprimante. Une excellente nouvelle. Sylvie Lenné a bien fait de revenir, assurément. Grenade au bord du ciel, que j'avais lu une première fois dans l'Utopial 13 puis dans l'Opéra de Chaya, passe toujours aussi bien. Outre le cadre exotique, la nouvelle marque sans doute pour son questionnement moral, ainsi résumé: nous sommes une espèce vivante, et tout ce qui est vivant avance et marche, et bouge, et se transforme. Ce qui ne bouge plus est mort. Un écho de plusieurs des nouvelles qui précèdent, et notamment de Carte Blanche, mais traité cette fois d'une manière bien différente. À vrai dire un peu loufoque à son tour, mais bien loin pourtant de la sentir, cette fois. Plutôt dans un registre finalement presque fantaisiste, dans ce cadre autrement très connoté SF. L'idée est originale et belle et emporte l'adhésion. Un amour de sable, dans l'Opéra de Chaya également, me paraît davantage classique. Non que cela en fasse une mauvaise nouvelle, loin de là d'ailleurs. C'est à son tour un bon texte. Il est moins surprenant dans son traitement de l'altérité, c'est tout. Aussi suscite-t-il quelques échos de récits déjà lus dans le recueil, dont celui qui précède immédiatement d'ailleurs, avec ses scientifiques aux méthodes quelque peu brutales, face à des mondes et des artefacts qu'ils ne comprennent tout simplement pas. Cela fonctionne très bien, mais sur un mode qui m'apparaît un peu plus mineur. Une chose appréciable néanmoins, que cette fois l'autre s'exprime directement à la première personne, et le style en bénéficie, j'ai l'impression. 6e catégorie, retour en biais. Elle revient à la Terre et à l'humain, et surtout à ce dernier, à vrai dire. Cette rubrique s'ouvre sur un bref texte un peu déconcertant et qui, en tant que tel, ne m'a pas vraiment parlé. Tant Bulls et Patchouli, un peu à la manière du Printemps des papillons, bien plus haut dans le recueil, est un texte cadeau d'anniversaire pour les 10 ans de la collection des Petites Bulles d'univers, à Sylvie Lenné en ayant signé une, l'animal, pas reprise ici donc, et pour cause puisqu'il s'agit d'un texte inséparable du graphisme qu'il a suscité, et qui, si je puis me permettre, est bien quelques années-lumière au-dessus des illustrations de Gilles Francescano dans ce recueil, mais bon, ça n'a tout simplement rien à voir en fait. C'est une sorte de parabole de la création artistique par des scientifiques. Honnêtement, je n'ai rien à en dire, ce qui ne signifie pas forcément que le texte est mauvais, en l'occurrence c'est seulement que je suis totalement passé à côté. La mirotte dans Le miroir aux éperluettes, c'est autre chose, même si cette nouvelle ne m'a pas totalement convaincu là non plus. Son problème, de manière un peu paradoxale, c'est peut-être qu'elle démarre superbement bien. Cette idée de rendre la vue aux aveugles au travers d'une IA traitant l'information perçue produit tout d'abord de très belles scènes, inventives et subtiles, un peu effrayantes aussi parfois. Mais c'est ensuite cette dernière dimension seule qui me semble mise en avant, et j'ai trouvé ça un peu dommage. Il est clair que la nouvelle y gagne en originalité, du moins au sens où elle surprend sans doute le lecteur par ses ultimes implications, mais ça m'a tout de même laissé une impression presque de hors-sujet en fait. L'impression que j'avais eue à ma première lecture, et dans ce cas précisément du moins, je n'ai donc pas changé d'avis. Cette rubrique jusqu'ici un peu faible bénéficie heureusement d'un dernier texte d'un niveau, à mon sens, bien supérieur. Toi que j'ai bu en 4 fois, nouvelle initialement publiée dans l'anthologie de SF érotique 69, chez ActuSF, anthologie qui par ailleurs m'avait globalement laissé assez froid, avec cependant 2 belles exceptions signées Mélanie Fazi et donc Sylvie Lenné. L'auteur, qui emprunte un point de vue masculin, signe ici un texte pouvant tour à tour et sans contradiction se montrer cru et poétique, enthousiasmant et déprimant. Autant dire qu'en quelques pages à peine, et au motif d'un postulat déconcertant qui aurait pu être perçu comme matérialisant le propos dans une pure perspective chimique, c'est bien tout l'amour qu'elle balaye, dans toutes ses dimensions, dont celle essentielle de l'histoire que l'on est porté à se raconter. C'est très beau et très fort. Reste une dernière catégorie, pour le coup intitulée « Reprendre depuis le début et tout recommencer ». Si la précédente rubrique était donc peut-être un peu en retrait, mais sauvée par son ultime texte, la 7e et dernière tient peu ou prou du feu d'artifice, encore que le terme ne soit peut-être pas très juste tant les pattes est plus que jamais hors sujet. On y trouve cependant à mon sens les 2 meilleurs textes du recueil, par ailleurs très bons globalement, j'imagine que vous l'aurez compris, et en guise de conclusion, une nouvelle qui, pour être un peu inférieure à ces 2 chefs-d'œuvre, n'en est pas moins très intéressante. Et donc d'abord Les yeux d'Elsa, la 2e nouvelle la plus longue du recueil, mais la première, l'Opéra de Chaya, c'est quand même l'étape supérieure. Une nouvelle qui figurait dans le recueil Marouflage, que je n'avais pas chroniqué, seulement une notule, parce que je l'avais lu dans une mauvaise période, on va dire, mais qui globalement, il m'avait paru un peu inférieur aux 2 précédents et à celui qui suivrait. Mais on y trouvait donc Les yeux d'Elsa, qui est clairement une des meilleures nouvelles de l'auteur. Sur un postulat qui aurait aussi bien pu déboucher sur une mauvaise blague quelque peu scabreuse, Sylvie Lenné bâtit une magnifique histoire d'amour,
entre un homme et une femme dauphin surévoluée et par ailleurs doté d'une IA. Et c'est superbe. Ça l'est d'autant plus que le personnage point de vue, Charlie, masculin donc, fait toujours un peu et plus étalage de son incompréhension du dauphin Elsa. Ceci sans esbrouf, avec un naturel tellement désarmant qu'il s'associe à ce que l'on apprend au fur et à mesure du personnage pour susciter chez le lecteur un mélange de tristesse et de haine, des émotions très fortes. Mais c'est en fait justement dans cette relation passionnelle au narrateur que la nouvelle est si puissante, en impliquant directement le lecteur et en le confrontant lui-même aux thématiques de l'altérité et de l'impossibilité de la communication. C'est très fin, c'est superbe. Et suit donc un autre chef-d'œuvre avec La Bulleuse, nouvelle que l'on trouvait dans Le Miroir aux éperluettes et qui, déjà à l'époque, m'avait bouleversé, je crois que le mot n'est pas trop fort. Sur une base qui aurait pu être de littérature générale, de l'aveu même de l'auteur, l'injection subtile d'une très légère touche de science-fiction achève de rendre le récit terriblement touchant, et même avec la brutalité du jargon art science, quand bien même il est cantonné à quelques lignes à peine. En fait, cette brutalité participe de la tendresse empathique de la nouvelle, et s'accorde miraculeusement avec son propos triste et beau, comme une subtile évocation tragiquement humaine, et non exempte pourtant d'une certaine forme de luminosité jusque dans la plus poignante des détresses. Les amours frustrés, sous la plume d'une auteure telle que Sylvie Hennet, sont peut-être les plus belles des amours. C'est très fort, parfaitement admirable. Et le recueil de s'achever sur Fidèle à ton pas balancé, nouvelle qui lui confère donc son titre et que l'on trouvait dans le recueil Marouflage. Elle me paraît donc pas en mesure de rivaliser avec les deux chefs-d'œuvre qui précèdent. Peut-être d'ailleurs dans la mesure où elle fait écho d'une certaine manière aux yeux d'Elsa. Dans son commentaire introductif, Sylvie Hennet l'avance elle-même. Fidèle à ton pas balancé devait compenser le désespoir ultime de la précédente nouvelle. Aussi en constituait-elle un reflet, d'une certaine manière. À la rencontre se dégradant jusqu'à une séparation inéluctable entre deux êtres ne pouvant communiquer, répond ici un récit où la séparation est le point de départ, et où, quand bien même dans la douleur, se dessine la possibilité d'un lendemain moins désespéré, jusque dans la relation entre l'homme et l'animal, mais bien différente. Heureusement si ça se trouve, parce que pour le coup l'écho a ici de quoi déconcerter. L'homme affecté par la séparation au point de vouloir devenir celle qu'il a quittée, en forme d'aveu de ce qu'il ne l'avait jamais compris sans doute, et là encore on en revient aux yeux d'Elsa, c'est le point de fort de la nouvelle. Sa tournure inattendue dans les dernières pages m'a laissé plus perplexe, mais cela reste un bon texte, et sans doute judicieusement placé tout à la fin de ce recueil globalement très bon. À la relecture, pour l'essentiel, cela se confirme donc, Sylvie Hennet est une brillante nouvelliste. Une chance toute particulière pour la science-fiction francophone, qu'elle éclaire de sa subtilité, de son intelligence, de son empathie. Très bonne idée que ce gros recueil qui, je l'espère, incitera nombre de lecteurs à découvrir cet auteur qui le mérite amplement.